il est 9h30, on va pouvoir donc commencer cette journée dédiée aux transformations. Alors, certains ont pu le remarquer sur le titre de la conférence, enfin, du coup le Spring SWOT Agile Dev de toute cette journée. On va parler du printemps. Alors, on a souhaité mettre la journée sous le signe du printemps, c'est la saison où l'écosystème un peu sort de sa torpeur, où tout se transforme. Donc un peu le lien finalement avec le thématique de la journée. Alors sachez-le, on sait très bien que le printemps, ça va commencer que le 21 mars. Après, finalement, on en est conscient et les transformations, c'est aussi un peu pour ça. On aimerait parfois être en avance sur nos plannings. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on est parti par rapport à ça. Sachez-le, cette première conférence va avoir deux principaux objectifs. Le premier, déjà, s'aligner, nous tous, sur ce qu'est une transformation, s'assurer qu'il n'y ait pas de mésinterprétation et du coup permettre d'ouvrir la journée pour les autres conférences. Le second élément, c'est aussi de vous présenter finalement les différentes conférences qu'il va y avoir tout au long de la journée. Avant tout, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Grégoire Quentin, je suis coach et formateur en approche Lean et Agile. Donc globalement, mon métier, ça consiste à vous guider dans l'amélioration tant de la performance de vos processus de travail, de l'efficacité de vos stratégies produits, de l'efficience de votre organisation, globalement tous les éléments d'amélioration continue dans vos entreprises, sur vos systèmes. Donc je travaille à SWOT, ça va bientôt faire 9 ans que je suis à SWOT d'ailleurs. Et qui est SWOT, hormis d'être l'organisateur de la journée? C'est une société de services qui est notamment là dans les aspects IT, d'un point de vue du développement logiciel, d'un point de vue cœur historique, mais qui s'est développé aussi depuis ces dernières années sur les aspects agiles, tant sur le coaching agile, ce que nous on fait, enfin ce que moi je fais avec mes collègues, mais aussi sur des aspects de product ownership, des aspects de scrum mastering et finalement de la culturation agile à tous les niveaux. Globalement, l'offre de SWOT, c'est on fait de la formation, on fait du coaching, on fait de la réalisation et on fait du conseil. Côté agilité, on est, on va dire, une petite équipe d'experts. Donc, d'un point de vue coaching, on est une dizaine. Après, comme je disais, on a aussi des product owners, on a aussi des scrum masters, on a aussi des personnes qui sont plus dans les aspects craft, par exemple. Tous ces aspects-là qui forment un peu une communauté agile au global à SWOT. Et on intervient notamment sur les aspects, ce qu'on va appeler de la business agility. On verra un peu plus tard ce que c'est que la business agility, mais en très résumé, c'est comment améliorer d'un point de vue business notre pertinence et notre réactivité par rapport au marché. On fait aussi l'accompagnement sur les aspects de management et leadership, d'organisation agile. Alors, quand on parle d'organisation agile, tant sur l'aspect d'agilité à l'échelle, mais aussi d'agilité d'un point de vue de bout en bout de l'entreprise. Et enfin, d'un point de vue plus classique, de l'accompagnement d'équipes agiles. Donc pareil, quand on parle d'équipe, c'est pas forcément les équipes de réalisation, ça peut très bien être une équipe de direction d'une entreprise. Il y a tous ces aspects-là qui sont possibles. Alors, ce qui est aussi intéressant côté agilité à SWOT, c'est qu'on partage un certain nombre de valeurs. Si je pouvais les résumer, on peut voir cette petite roue, mais on a vraiment dans la dynamique, pour moi, ce qui est très important, c'est ce côté apprentissage. Alors, apprentissage, tant ce qu'on fait nous en interne, mais aussi finalement ce qu'on a envie de partager à l'externe. Et cette conférence, elle est un peu là pour ça aussi, c'est pour vous partager, nous, nos convictions, nos retours terrain, tous ces aspects-là qu'on a envie de partager avec vous sur nos connaissances en agilité. Au cours de la journée, qu'est-ce qu'on va avoir au programme? Alors déjà, on est sur une journée dédiée aux transformations. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu le programme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de faire 4 aspects sur les transformations. Tant les premiers aspects qui vont être sur les transformations métiers, donc comment est-ce qu'on améliore notre pertinence business, comment est-ce qu'on améliore notre gain sur le marché, comment est-ce qu'on fait de meilleurs produits. Un second temps qui va être sur la transformation plus organisationnelle, comment est-ce qu'on s'organise les différentes équipes, les différents services entre eux pour mieux travailler ensemble. La transformation managériale, notamment sur les aspects de posture, comment est-ce qu'on arrive à se mettre sur les bonnes postures pour permettre de changer une entreprise, pour permettre de s'améliorer et permettre aussi à nos collaborateurs de, eux, s'améliorer. Et enfin, parce que mine de rien, c'est dans l'air du temps, un aspect de transformation durable. Comment est-ce que nous, à l'échelle d'une entreprise, on peut aussi avoir un impact, on peut aussi avoir des leviers sur un peu tout ce qui se passe d'un point de vue écosystème sur la planète. Alors d'ailleurs, quand on parle de durable, ce n'est pas que des aspects purement environnementaux. On a aussi des aspects sociaux, on a aussi tous ces aspects un peu plus globaux de comment est-ce qu'on arrive à avoir une dynamique qui soit durable et qui est pérenne dans le temps. Alors, au cours de la journée, si vous restez dans cette
conférence Zoom, vous allez pouvoir voir toutes ces conférences. Donc, comme je disais, on les verra tout à l'heure. Et sachez qu'il y a un autre lien pour d'autres conférences qui seront en parallèle. Donc, suivant les moments, ce sera à vous de faire le choix. Est-ce que vous souhaitez rester sur cette ligne de conférence et vous souhaitez aller voir une autre conférence? Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être aller se reposer, courir un peu au passage, on ne sait jamais, faire des courses et reviendront pour louper une conférence. Vous inquiétez pas, il y aura quand même des rediffusions sur YouTube. Mais par contre, sur YouTube, vous ne pourrez pas poser vos questions. Et enfin, entre notre pause repas, on aura aussi à la fin de la journée une sorte d'apéro virtuel pour avoir des discussions informelles entre nous, discuter de tout ce que vous auriez, tout ce qui aura pu germer dans vos esprits et que vous auriez envie de discuter, soit entre vous participants ou aussi avec nous animateurs pour ceux qui seront encore là. Sur ce, je vous propose de revenir à la thématique de cette première conférence et on parlait de transformation. Alors, transformation, globalement, je pense que vous l'avez tous entendu dernièrement, c'est un terme qui revient un peu en leitmotiv ces dernières années. Alors que l'on parle de transformation numérique, de transformation digitale, de transformation agile, de transformation organisationnelle, qu'importe la typologie de transformation dont on parle, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'une transformation? Globalement, quand on va parler de transformation, à partir du moment où il y aura eu un vrai changement. Globalement, si vous ne faites que faire un passage à un renommage de poste, intégrer quelques nouvelles pratiques ou juste réorganiser vos services, il est possible que, en fait, vous ne soyez pas en train de réellement vous transformer. D'ailleurs, pareil, quand on parle de changement, il peut couvrir différentes caractéristiques et il en va de même d'ailleurs de vos transformations. Comme je disais, la transformation, c'est une forme de changement. Alors, première possibilité, on va avoir des changements qui seront plutôt de l'ordre d'aspects progressifs et parfois on peut aussi avoir des changements qui sont brusques. Donc voilà, c'est deux aspects. Est-ce qu'on est sur une continuité, une évolution en continu, donc une transformation sur long terme, ou est-ce qu'on est plutôt considéré comme étant des révolutions ou pour un changement brusque de contexte, que ce soit de la concurrence ou autre, on n'a pas le choix que de faire une révolution, de faire un changement brusque pour continuer. Pareil, dans les changements, il y en a certains qui vont être positifs, d'autres qui peuvent être négatifs. On va parler de progression sur le positif en général, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver les bons leviers, justement, pour permettre d'avoir un changement positif, avoir une transformation qui soit permette à notre entreprise de prospérer, à notre organisation de continuer et d'aller dans le bon sens. Ces transformations, elles peuvent être certaines poussées sur un choix interne. Finalement, c'est quelque chose d'endogène. On a choisi, c'est dans notre dynamique, c'est dans notre culture. Et du coup, c'est ça qui nous pousse à continuellement se transformer. Il peut parfois aussi que ça soit contraint par l'externe, quelque chose d'exogène globalement. Le cas typique, c'est la concurrence du marché. On n'a pas le choix que de se transformer, sinon on va être laissé sur place. Et du coup, il faut qu'on réagisse. Et enfin, dernière grande possibilité, on peut avoir un aspect beaucoup plus naturel. Globalement, le cas typique, c'est une start-up qui devient sur une grande entreprise. Elle va être obligée de se transformer. Ce qui marchait d'un niveau start-up ne marchera pas de la même façon d'un point de vue grande entreprise. De même, une grande entreprise, si elle passe en conglomérat ou d'autres choses, il y aura sûrement aussi des ajustements à faire. Et suivant son contexte, suivant son métier, suivant son business, ce ne sera pas les mêmes choses à faire. Et de l'autre côté, ça peut être aussi un agent mutagène. Alors, qu'est-ce qu'un agent mutagène? Globalement, le cas typique, c'est une nouvelle direction. Quelqu'un à un poste suffisamment haut placé qui décide d'insuffler un changement par rapport à ce qui est la façon d'être de l'entreprise, le statu quo présent. Donc pareil, l'idée derrière, c'est qu'on cherche à avoir des changements qui sont positifs pour permettre une progression d'un point de vue de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le changement, ce n'est pas forcément une chose évidente ni une chose facile. Comme le disait Charles Kettering, le monde déteste le changement. Et pourtant, c'est la seule chose qui lui a permis de progresser. En biologie et en systémique d'ailleurs, il existe un phénomène qu'on appelle l'homéostasie. Alors, pour faire simple, pour résumer l'homéostasie, l'idée c'est que tout organisme, tout système vivant ou organisationnel va posséder des mécanismes de ce qu'on appelle de régulation. Et ces mécanismes de régulation vont lui permettre de revenir à son état d'équilibre, à son statu quo initial sur lequel il était, d'une certaine façon, dans une zone de confort. Donc sachez-le, quand bien même un état d'équilibre serait néfaste, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne organisation que vous avez, il a un avantage indéniable, c'est qu'il est rassurant. Il a le confort du connu
Et globalement, ça fait que la plupart des organisations, la plupart des personnes, la plupart des ensembles vont avoir cette dynamique qui est naturelle de vouloir revenir à cet état de statu quo. Du coup, pour réussir un changement, bah, ça ne se décrète pas, il faut le conduire. Il faut conduire le changement pour pouvoir le réussir. Alors, d'un point de vue de conduite du changement, globalement, il y a 3 grandes étapes pour pouvoir déclencher ce changement. La première étape, et c'est globalement une des plus importantes, c'est de s'assurer d'avoir une prise de conscience. La prise de conscience, c'est pas seulement la prise de conscience d'une instance dirigeante ou de quelqu'un tout seul dans son coin et dit tiens là, c'est pas bon, faut en changer. Si on veut vraiment avoir un changement d'un point de vue global, d'un point de vue organisationnel, il faut que ça soit une prise de conscience collective. Alors pas forcément de tout le monde, mais au moins de suffisamment de personnes qui décident de dire oui, là clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et du coup on décide d'aller vers autre chose. Alors, et ça, c'est le deuxième aspect, c'est définir c'est quoi cette autre chose. C'est quoi l'horizon désiré, c'est quoi l'objectif vers lequel on souhaite aller. Et c'est grâce à ça, finalement, grâce à cet objectif, qu'on va pouvoir canaliser les envies, les envies, on va pouvoir mobiliser les personnes et qu'on va pouvoir se mettre à changer et qu'on va pouvoir finalement passer à l'action. Là, voilà, vous avez à peu près résumé sur ces 3 éléments les 3 aspects qui sont nécessaires pour déclencher le changement. Une prise de conscience, une cible à atteindre qui donne envie et enfin un passage à l'action. Rien de pire que d'avoir pris conscience, de s'être aligné sur une cible à atteindre et d'avoir rangé ça dans nos classeurs en disant c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait, normalement maintenant tout le monde est au courant, ça va changer tout seul. Malheureusement, non. Alors, quand on parle de prise de conscience, d'ailleurs, il y a John Kotter, qui est un professeur d'Harvard, qui a formulé ça de façon intéressante. C'est de dire qu'il est extrêmement important que l'établissement d'un sentiment d'urgence est essentiel pour obtenir la coopération nécessaire. Globalement, si on n'embarque pas nos collaborateurs, si on n'embarque pas les différentes parties prenantes, les différentes personnes qui sont dans notre organisation, on ne pourra pas réussir ce changement. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est avoir ce sentiment d'urgence. Alors d'ailleurs, quand on parle de sentiment d'urgence, parfois on a une mauvaise interprétation du terme. Donc pareil, je vais continuer à citer Kotter parce qu'il précisait ça. D'un point de vue de niveau d'urgence, enfin un niveau d'urgence plus élevé, ça n'implique pas forcément l'omniprésence de la panique, de l'anxiété ou de la peur. Globalement, ce sentiment d'urgence, ça va désigner un état dans lequel la complaisance est pratiquement absente. Globalement, on va voir tout un chacun qui n'arrive pas à se satisfaire de la situation actuelle. Et c'est ça qui est important. À partir du moment que les gens se sont rendus compte que la situation actuelle n'est pas la bonne et qu'ils n'ont pas envie d'y rester, là, on peut avancer. Là, on peut commencer à faire des choses. Donc, voilà, l'idée, ça te permet aussi, grâce à ça, de pouvoir aller vers un aspect enviable, un but commun qui nous permet d'avancer. Alors d'ailleurs, quand on parle de but, c'est un peu la question. Se transformer, mais dans quel but? Et ça, c'est... Alors, comment dire? Non, si, je vais simplement citer Sénèque, ça va être très bien pour l'expliquer. Sénèque nous disait, donc bien avant Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Dit autrement, rien de pire que de mettre beaucoup d'énergie à réaliser une chose qu'il vaudrait mieux ne pas faire du tout. Et savoir, tiens, là, c'est un bon vent qui nous mène, c'est un vent porteur, oui, mais s'il ne nous mène pas au bon endroit, c'est pas la bonne chose. Alors, certains sont peut-être pas forcément fans de Sénèque d'un point de vue littérature et autres. Peut-être que d'autres préfèrent un peu Alice au Pays des Merveilles. Au cas où, ça tombe bien, j'ai aussi une citation pour vous. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du passage, mais c'est Alice qui est perdue dans la forêt et qui demande au chat est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire par où je dois aller? Le chat, voulant l'aider, lui demande ça dépend beaucoup de l'endroit où est-ce que tu veux aller. Alice, finalement, pour laquelle c'est pas si important, dit peu importe l'endroit. Et là, la réponse de ça est extrêmement intéressante, c'est de dire si tu ne sais pas où tu vas, peu importe la route que tu prendras. Et globalement, trop souvent, on se pose la question quand on va faire des transfos, quand on va vouloir changer, c'est comment est-ce que je dois changer? C'est quoi le chemin que je dois prendre? C'est quoi la méthode que je dois utiliser? Globalement, on se pose beaucoup la question du comment, mais parfois en le faisant, on oublie finalement où est-ce qu'on veut aller. Et le où on veut aller, c'est ça qui induit le comment.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme éléments d'un point de vue transfo qui sont intéressants? Bah, pour ça, je vais vous citer Shigeo Shingo, donc, qui était un ingénieur japonais chez Toyota et qui globalement a résumé les objectifs d'amélioration en quatre grands objectifs. Le premier, c'est rendre les choses plus faciles. Alors quand on parle plus facile, c'est plus facile à réaliser, c'est moins d'efforts gâchés, c'est comment est-ce qu'on s'assure que si on est dans une entreprise par exemple, nos collaborateurs ne soient pas noyés sous la paperasse administrative, qu'ils n'aient pas plein de tâches qui n'ont pas de valeur, de création de valeur ajoutée, mais vraiment qui sont plus des tâches qui actuellement sont nécessaires à la façon dont le système est fait. Et est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus facile? Est-ce qu'il y a moyen de faire que le travail soit plus facile à réaliser? Le second objectif d'amélioration, c'est l'aspect de rendre meilleur. Alors meilleur, c'est globalement avoir un meilleur produit. Alors meilleur produit d'un point de vue intrinsèque, par exemple une meilleure qualité du produit, qui est mieux conçu. Ça pourrait être aussi d'avoir des matériaux qui soient plus respectueux de l'environnement. Ça peut être un produit qui améliore notre image de marque, parce que du coup, on répond bien mieux à nos utilisateurs et on fait vraiment la bonne chose qu'il faut par rapport à ça. Globalement, c'est ça quand on dit meilleur, c'est comment est-ce qu'on est meilleur dans ce qu'on crée. Troisième objectif, le fait d'être plus rapide. Globalement, délivrer ce qui a été prévu de façon plus rapide, avec moins de temps d'attente, moins de délai, s'assurer que les prises de décision se fassent suffisamment vite, de la bonne façon, et pour permettre de raccourcir ce temps global entre une demande et la livraison de ce qui est attendu. Alors attention, quand on parle d'aller plus vite, on ne nous dit pas de travailler plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le système Toyota notamment. Alors c'est ça qui a aussi donné le lean management au passage. C'est vraiment la dynamique de ce qu'on veut adresser, ce qu'on veut accélérer, c'est tous les temps d'attente. C'est tous les temps où les gens ne travaillent pas. En général, les temps où les gens travaillent, c'est déjà suffisamment optimisé. Là où il y a beaucoup à gagner, c'est sur tous les temps d'attente. Les éléments, on a du stockage. Les éléments, finalement, on a des actifs qui sont juste à ne pas grandir. Et dernier point d'amélioration, c'est l'aspect de faire moins cher. C'est ne pas faire ce qui apporte pas de valeur. Par exemple, imaginons, on a pour parler de product owner tout à l'heure, s'ils ont dans un backlog des choses qui n'ont pas forcément de pertinence ou qui seraient, on dit, ah tiens, mais en même temps, on les avait définis, ça semblait intéressant, on va quand même les faire parce qu'on a de la dispo pour l'équipe. En fait, il est urgent de ne pas le faire parce que globalement, on est juste en train de dépenser de l'argent pour faire des choses qui n'ont peut-être pas d'intérêt, voire même qui sont peut-être contre-productifs sur notre marché. Faire moins cher, c'est aussi, d'un point de vue plus technique, ça va être tout ce qui est automatisation de nos systèmes de vérification. Alors, automatisation, qu'on parle d'un point de vue industriel, avoir des machines-outils qui permettent de valider que toutes les pièces sont conformes. Ça peut être validation d'un point de vue IT, d'un point de vue des tests automatisés sur du code, par exemple. Ça peut être tous ces éléments d'automatisation qui vont permettre d'éviter d'avoir à refaire à chaque fois des choses manuelles et qui se perdent énormément de temps et qui coûtent très cher. Autre chose que nous dit Shigeo, c'est que finalement, ces quatre objectifs-là, tels qu'ils sont présentés, ils sont présentés par leur ordre de priorité. Et ça, c'est important parce que trop souvent, on commence nos transfos pour essayer de faire moins cher. Et en faisant moins cher, on essaie aussi de demander aux gens d'aller plus vite. Et après, on se dit, tiens, on va faire quelque chose de meilleur. Et après, le plus facile, il n'est pas possible. Et d'ailleurs, en général, tout ce qu'on a fait avant en faisant dans ce sens-là, on a rendu les choses tellement compliquées pour les gens qui font qu'on n'arrive pas à faire du meilleur, ça prend encore plus de temps. Et du coup, ça nous coûte beaucoup plus d'argent. Donc vraiment, pensez-y quand vous allez faire vos transfos, que ce soit une transfo individuelle, une transfo d'une équipe, une transfo de toute une organisation ou une transfo de la planète, j'en sais rien. C'est commencer à réfléchir dans cet ordre-là. Comment est-ce qu'on rend les choses plus faciles? Comment est-ce qu'on fait quelque chose de meilleur? Comment est-ce qu'on fait les choses plus rapides? Et enfin, en dernier, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit moins cher? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de business agility. Globalement, c'est aussi un des objectifs principaux pour lesquels, en général, on va se transformer. On veut se transformer pour devenir et ou rester compétitif. Ça dépend où on en est sur le marché. Mais globalement, c'est toute une dynamique et c'est généralement ce qui est de plus en plus appelé la business agility. Donc, d'un point de vue citation, qu'est-ce que la business agility? C'est la capacité de rivaliser et de prospérer à l'ère digitale en répondant rapidement aux changements du marché et aux opportunités émergentes avec des solutions innovantes. Alors, plein de beaux mots magnifiques.
C'est d'ailleurs là qu'on se rappelle que digital en anglais, ça veut dire numérique en français. Bon, maintenant, la transformation numérique est passée, on est sur la transformation digitale dans plein d'entreprises. C'est pas grave, l'important, c'est qu'est-ce qu'on cherche à en faire derrière. Et cette idée de business agility, elle est extrêmement intéressante parce qu'on remet l'accent non pas sur les moyens, non pas sur des méthodes de travail, mais vraiment sur quel est l'objectif à atteindre. L'aspect de pouvoir répondre rapidement au changement, l'aspect de pouvoir s'adapter au marché, le fait de pouvoir saisir les opportunités, enfin, tous ces aspects-là qui sont vraiment importants, qui sont vitaux d'un point de vue d'une organisation, d'un point de vue d'une entreprise, par exemple. Je vais juste citer Sam Walton. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des fondateurs de Walmart, donc une des plus grandes chaînes de centres commerciaux aux États-Unis, et qui nous disait il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Alors pourquoi est-ce que le client est le seul patron? Globalement, il peut se permettre, en tant que client, de licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Et ça, pareil, c'est un autre aspect qu'il ne faut pas oublier quand on va se transformer, c'est notre utilisateur, c'est notre client et c'est avant tout pour eux. Quand on parle de faire les choses meilleures, on parle de faire les choses pour eux. On ne fait pas les choses pour nous en interne. On veut le faire pour que ça apporte quelque chose à nos clients. Et c'est ça qui va permettre que nos clients restent fidèles, c'est ça qui va permettre que nos clients continuent à vouloir nos produits, qui continuent à consommer, et si possible de façon responsable. Alors, et là, globalement, c'est quelque chose où c'est vraiment une culture d'entreprise qu'il va falloir changer ça. La culture du client, la culture de l'utilisateur final, elle est extrêmement importante. Alors, je ne vais pas vous le détailler là dans le détail, par contre, je vous conseille tout à l'heure, juste après, il y a Kim qui va nous faire une petite conférence sur le passage de la culture projet à la culture du produit. Donc, globalement, on va parler de culture, on va parler de produit, on va parler d'évolutivité, on va parler de nos utilisateurs, on va parler de comment est-ce que la culture a un impact sur ces aspects-là. Et on va aussi parler du piège parfois des prédictions. Pareil, si on reste sur les aspects produits, je vous conseille aussi d'enchaîner directement avec la conf de Sébastien. Alors Sébastien, lui, va nous parler de pastèque, entre autres, mais surtout, il va nous parler des indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est un peu le Graal. Tout le monde parle des indicateurs, tout le monde cherche à avoir les bons indicateurs. Maintenant, est-ce qu'on met tout le temps les bons indicateurs en place? Parfois oui, malheureusement, souvent non. Là, du coup, si vous voulez trouver les bons indicateurs, avoir des bonnes pistes pour réfléchir à vos indicateurs qui sont pertinents pour vous, je vous conseille d'aller voir la compte de Sébastien. Et surtout, n'oubliez pas, les bons indicateurs, c'est ceux qui vont permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, on a parlé des objectifs. Maintenant, je vous propose, on va parler un peu des leviers. Parler des moyens qui nous permettent d'activer notre transformation et de la réussir. Alors, première chose, premier point à se rappeler, c'est que finalement, comme le dit cette citation apocryphe, donc globalement qui est attribuée à Lavoisier, mais ce n'est pas lui qui l'a dit en vrai, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, globalement, vous ne partez pas de nulle part. Vous avez déjà une entreprise, vous avez déjà un état sur lequel vous êtes, et c'est là-dessus que c'est avec ça que vous devez commencer. Dans le même sens, étant donné que vous avez ces premiers éléments, ce n'est pas les mêmes leviers qu'il va falloir activer que le voisin. Le voisin, il n'a pas le même point de départ que vous. Et qu'on parle d'un point de vue individuel, si on cherche à réfléchir sur sa posture, sur comment s'améliorer soi-même, la personne à côté de nous, ce n'est pas la même chose sur laquelle elle doit s'améliorer. C'est la même chose sur l'entreprise. Quand elle veut s'améliorer, parfois, ce n'est pas la même chose que sur l'entreprise d'à côté, même si les deux objectifs sont les mêmes. D'ailleurs, là, ce que je disais d'un point de vue individuel, d'un point de vue organisation, d'un point de vue plus global, c'est de se dire aussi une transformation, il y a différents niveaux d'échelle. On peut faire cette transformation individuelle, on peut réfléchir sur soi en tant que personne, dire tiens, moi je peux me transformer en tant qu'individu, moi, pour être moi-même meilleur, m'améliorer. On peut aussi faire une transformation individuelle. Ça peut passer par des changements de posture, ça peut changer par différentes choses, mais ça en fait partie. On peut réfléchir à se transformer, à changer d'un point de vue ce qu'on appelle le at scale. Alors que ce soit de l'agilité at scale ou que ce soit tout simplement de l'organisation à l'échelle, c'est de dire comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre d'équipes qui arrivent à travailler ensemble et qui arrivent à bien travailler ensemble. Travailler tout seul dans son coin en tant qu'équipe, on va dire que c'est assez simple. Quand on doit commencer à interagir avec d'autres équipes sur nos mêmes objectifs et sur les mêmes produits, il y a de la complexité qui rentre.
il y a d'autres questions à se poser et en général, c'est un des critères de transformation. Et enfin, notamment sur les grandes organisations, l'aspect aussi de se transformer à tous les échelons de la hiérarchie. C'est-à-dire pas que au niveau opérationnel, mais aussi au niveau stratégique, aussi au niveau interservice. Finalement, comment est-ce que à tous les niveaux, on adopte les bonnes postures, on fait les changements qui vont nous permettre d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Chose importante aussi, je vais revenir là du coup d'un point de vue courbe du changement. Heu, Globalement, pourquoi est-ce qu'on va faire un changement? Généralement, si on se rend compte qu'il y a un statu quo qui est présent et le statu quo, bah, on aimerait qu'il soit stable, mais en vrai, en général, ce qui se passe avec, le fil du temps, avec l'érosion, avec plein de choses, finalement, avec, le côté un peu confortable, le côté on reste un peu assis sur soi, petit à petit, ça descend. Donc c'est une petite courbe qui descend et on se dit: «Bah, là, on voit que ça descend, donc il va être urgent de changer quelque chose» et c'est le moment de prendre conscience, quelque chose qui ne va pas. Et comme on disait, bah, prise de conscience, le second aspect, bah, après, c'est de définir c'est quoi notre objectif désiré. Comment est-ce qu'on va changer des choses? Comment est-ce qu'on va faire pour s'améliorer et être mieux que ce statu quo actuel? Alors, ce qui est difficile aussi sur le changement, c'est que bah, ça provoque deux choses. Et la première chose que ça provoque, c'est de la résistance. Et la résistance va faire que par rapport au statu quo, d'un point de vue, si on parle de votre productivité, d'un point de vue de votre confort, de votre façon de business as usual, bah, quand vous allez commencer le changement, votre business as usual, il va être pire que pendant le statu quo. Parce que tout changement entraîne des perturbations. Jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à passer un cap sur lequel après on peut intégrer ce changement et devenir justement meilleur, plus performant et que ça puisse marcher. Ce qu'il faut faire attention justement, c'est sur ce moment de ce cap-là, bah, c'est éviter ce moment où on dit mince, c'était surtout pas ça qu'il fallait faire, donc stop, on arrête tout, parce qu'on est déjà tombé en performance. Et si on arrête tout maintenant, bah, c'est le meilleur moyen de continuer et de refaire. On ne reviendra pas au statu quo à ce moment-là. Alors ça, c'est aussi l'autre raison pour laquelle il faut faire attention que sur les transformations à ce qu'on va appeler l'approche Big Bang. Parce que plus vous faites un changement important, plus cette résistance va être forte. Alors, une des stratégies qui peut être intéressante, c'est plutôt de se dire, bah, tiens, on va faire un enchaînement de petits changements. Et sur chacun de ces changements, ce qui est intéressant en plus, c'est que certains vont être de l'amélioration normale, certains finalement vont être contre-productifs. C'est un peu là ce que j'ai symbolisé avec cette petite flèche rouge, où on est arrivé plus bas que ce sur quoi on était parti, et d'autres changements qui vont être très bénéfiques. L'intérêt aussi avec ça, c'est que plus vous allez intégrer votre façon de travailler, le changement dans votre façon de travailler, plus finalement les nouveaux changements auront de plus en plus de pertinence parce que vous aurez de moins en moins de résistance. Les gens, ça sera devenu dans leur culture de se changer. L'autre raison qui est importante pour le fait de faire ces petits changements, de faire ces petits pas plutôt qu'un grand Big Bang, euh, c'est que finalement, c'est qu'aucun plan de survie, aucun plan de bataille ne survit au contact de l'ennemi. Alors c'est Helmut Karl Bernhardt, ce Marshal prussien qui disait ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai sur le champ de bataille, mais qui est aussi vrai dans nos organisations, qui est aussi vrai dans notre quotidien, qui est aussi vrai d'un point de vue plus global. Aussi bien pensé qu'il peut l'être, aussi brillant que soient les personnes qui ont conçu le plan, il est avant tout intéressant pour se poser les bonnes questions. Ça nous permet d'éviter de partir de billes en tête, mais vraiment de se poser les bonnes questions. Par contre, voilà, c'est pour ça que planifier, c'est une très bonne chose. Par contre, là où planifier est une bonne chose, vouloir à tout prix suivre le plan établi, en général, c'est suicidaire. Dit autrement, bah, on aimerait qu'il y ait à peu près 3 choses qui soient vraies quand on fait du changement. C'est on sait où on veut aller, on sait comment y aller, et il n'y a rien qui va changer en cours de route. Et globalement, si on vise bien, bah, on va atteindre la cible et du coup, c'est parfait. Malheureusement, il y a 3 choses avec lesquelles on doit vivre, c'est plutôt l'inverse. C'est que finalement, notre destination, au fur et à mesure qu'on avance, bah, elle va se préciser, voire même elle va évoluer. La façon dont aller à cette destination, bah, ça va évoluer aussi. Soit on va apprendre à mieux utiliser nos moyens d'y aller, soit il y a de nouveaux moyens qui vont arriver, et ça serait dommage de rester sur le plan initial, parce que finalement, la concurrence, elle est en train de prendre les nouveaux moyens. Et enfin, bah, finalement, bah, c'est un peu ça la concurrence, le système autour de nous, le contexte, il évolue. Et vu que le contexte, il évolue, bah, ce qui va être important, c'est de continuellement s'ajuster. Dit autrement, alors je ne sais pas si certains ont déjà vu ce qu'on appelle la courbe de l'innovation d'un point de vue sur les produits, d'un point de vue prise de part de marché, mais c'est intéressant parce qu'on peut le transposer aussi sur nos transformations, sur nos changements.
Premier élément, déjà, c'est quand vous allez faire un changement, comme quand vous lancez un premier produit, vous allez avoir des personnes qui vont être volontaires pour expérimenter. C'est ce qu'on appelle les novateurs, les innovateurs. De même que les primo-adoptants, c'est les personnes qui vont être volontaires pour tester, qui vont être moteurs pour donner du feedback et pour qui, en plus, si on ne fait pas la bonne chose, bah, c'est pas grave pour eux parce qu'ils savent déjà que ils n'attendent pas la perfection. Par contre, ils ont envie de faire ce changement-là et ils ont envie de contribuer à faire que ça bouge. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, tant sur un produit que sur votre transfo, identifier les personnes qui vont être moteurs, identifier les personnes qui vont permettre de tester les choses, de faire avancer, de se louper. Mais c'est pas grave, ça sera avec des personnes qui sont déjà prêtes à ça. Une fois que vous avez passé ce cap-là, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on va passer à la majorité de notre entreprise. On a eu des enseignements de ces premières parties, et du coup, par rapport à ces enseignements, on va pouvoir faire déployer ce changement, on va déployer cette transformation de façon plus globale, avec des personnes qui seront un peu plus moteurs que d'autres, des personnes qui sont plus suiveurs. Et enfin, c'est ce qu'on appelle les lagardes, ou lagarde. J'aime bien le terme anglais de lagarde, c'est parce que finalement, on est sur la notion de dire que, un peu comme cette citation, la garde meurt mais ne se rend pas. Et ça, vous allez l'avoir dans n'importe quel sujet de changement. Dans votre organisation, il y aura forcément des personnes qui vous diront c'était mieux avant. Non, ça, il n'y a pas moyen que je fasse comme ça parce que c'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que je suis la bonne personne. Et ben, c'est pas grave. Globalement, il n'y a pas besoin pour changer une entreprise de faire que toutes les personnes, de façon unitaire de l'entreprise, aient changé. À partir du moment où vous avez la majorité, que vous avez passé le cap de la majorité, qui est une grande partie, en général, vous aurez les bénéfices attendus. Et plutôt que d'aller faire la chasse aux sorcières à ceux qui vraiment veulent rester dans leur coin, c'est pas grave. C'est des personnes qui, jusqu'à pas longtemps, ils avaient encore le Minitel et pour eux, c'était évident de le garder jusqu'à ce qu'on les oblige à le rendre. Et d'ailleurs, certains l'ont encore. Ouais. Globalement, sur cette dynamique d'évoluer en continu et finalement de voir l'organisation et le changement comme un produit, pareil, là, je vous conseille d'aller voir la dédiée tout à l'heure de Organisation as a Product, où on va parler notamment de tous les biais cognitifs qui nous contraignent dans notre organisation, dans notre changement d'organisation, tous les risques liés au changement Big Bang, l'importance de s'aligner, l'importance de trouver les bons objectifs et aussi, parce que j'ai vu un peu ça conf en replay, quelques outils qui peuvent vous aider justement à transformer votre organisation un peu comme un produit. D'un point de vue équipe d'ailleurs, si on se base sur Steve Deming, qui a notamment publié le livre Edge of Agile, il expliquait qu'il y a 3 caractéristiques universelles sur les organisations agiles. La première caractéristique, c'est la notion d'avoir la loi des petites équipes. Globalement, pareil, si vous voulez avoir de la performance, si vous voulez avoir une bonne dynamique, ce qui marche bien, c'est les petites équipes. Si vous commencez à avoir des équipes de 60 personnes, 50 personnes, ou même rien qu'une vingtaine de personnes, en général, ça favorise pas la communication inter-équipe dans l'équipe et du coup, on n'est pas efficace. Donc, privilégier une dynamique de petites équipes. La seconde loi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la loi du client. Globalement, il faut que toutes les équipes soient alignées sur nous sommes là pour rendre service au client. Nous sommes là pour le client et non pas nous sommes là pour que notre équipe fasse comme il faut ce qu'on lui a demandé. On veut servir le client. Et la troisième loi, c'est la loi du réseau. Oui, vu qu'on a fait plein de petites équipes, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à réseauter entre elles pour éviter d'avoir des équipes qui soient perdues dans leur coin. Là, c'est 3 points importants qui sont importants à mettre en place. Vraiment, c'est un certain nombre c'est 3 patterns assez simples à mettre en place et qui sont des très bons leviers pour réussir une transformation. Alors, quand on parle de patterns, d'ailleurs, si vous voulez en voir plus que ces 3-là, je vous conseille la conférence d'Olivier sur les patterns organisationnels. Donc, globalement, c'est comment est-ce que plutôt que de prendre un framework où tout a été déjà écrit commencer ce qui fait le plus fait le moins, mais plutôt dire tiens, finalement, si on se posait les bonnes questions, si on réfléchissait à identifier les différents patterns qui seraient intéressants pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour se créer notre organisation sur mesure en y réfléchissant ensemble. D'ailleurs, quand on va parler de différentes organisations qui ont fait leur transfo avec chacun leurs différences, je vous conseille aussi, là ce sera à 14h, d'aller voir la table ronde
où on a du coup des personnes Fabrizio de Prévoir, Emmanuel de CATS et Fabrice de l'INSEE qui vont échanger sur leur transformation au sein de leur entreprise. Alors, je remercie d'ailleurs au passage Yaya qui va animer la table. Voilà. N'hésitez pas à y aller. Ils vous donneront un peu comment ça se passe, leur retour d'expérience, et avec un petit conseil à emporter potentiellement pour, pareil, vous aider au cas où dans vos transformations. Alors, transformons-nous. Alors, c'est un truc tout bête, mais ce nous, il est important. Je pense que vous avez tous, une grande partie d'entre vous qui a suivi les aventures d'Astérix, se rappelle de cette phrase qui était « engagez-vous » qu'il disait. Globalement, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si on est sur du transformez-vous, si on est sur du engagez-vous, si on est sur c'est à vous de changer, mais pas à moi, ça ne marchera pas. Ça ne donne pas envie. Globalement, ça va plutôt désengager les personnes face aux difficultés. D'autant plus grand ce désengagement que les donneurs d'ordre, ils ne prennent pas la réalité du terrain en compte dans les ordres donnés. Donc globalement, ça va être extrêmement important de se dire, le transformons-nous. Et c'est le nous et on y va. Et c'est pas juste le dire, mais c'est aussi le vivre dans ses actes. Si on va aller aussi avec les personnes opérationnelles, avec les personnes qui se transforment, c'est pas que aux autres de changer. C'est à nous tous ensemble. Donc, ce engageons-nous, pareil, si on le remet sur notre prisme tout à l'heure des 3 grandes étapes, finalement, c'est prenons conscience, allions-nous et passons à l'action. D'un point de vue managérial, ce que ça veut dire, c'est une petite citation de Charles Mondy, qui est de dire que là où le manager héroïque du passé savait tout, pouvait tout faire et résoudre tous les problèmes, le manager post-héroïque, lui, se demande comment chaque problème peut être résolu de manière à développer la capacité des autres à le gérer. Globalement, on n'est plus là pour résoudre les problèmes à la place de tout le monde, on est là pour s'assurer d'autonomiser, de permettre que finalement on ait de la résilience, et de permettre que le changement il soit encore plus embrassé par tout le monde, parce que tout le monde peut y contribuer. On n'est pas en temps de sauveurs, on attend de personnes qui sont là pour nous épauler et nous permettre de réussir. Et là, du coup, quand on parle de ça, on parle de leadership. Et là, petite histoire tirée d'une histoire vraie qui va parler du naufrage d'un navire et de comment est-ce que le langage a pu avoir un impact. Finalement, on a pu avoir été un peu la cause de ce naufrage. Je vous conseille d'aller voir cette conférence du leadership au leadership d'Olivier Leland. Pareil, c'est d'un point de vue posture managériale, ça sera dans cet après-midi aussi. On aura un retour d'expérience de Valérie Lafitte du côté GRT Gaz. Elle va nous parler de ses convictions, de comment est-ce qu'elle a embarqué du travail sur le sens qui a été fait auprès de ses équipes, auprès de son service. Alors avec une petite chose atypique, c'est que ça sera en semi-différé. Alors on vous expliquera tout à l'heure pour ceux qui viendront pourquoi. Mais voilà, il y a un côté un peu atypique sur cette petite interview qu'on va faire tout à l'heure. Pour revenir sur Deming, l'idée c'est de dire qu'il ne s'agit pas de savoir si notre transition vers de nouveaux objectifs pratiques et métriques va se produire. Globalement, c'est déjà en cours. Avec le contexte qui change, on ne s'en rend pas forcément compte, mais les critères sur lesquels on faisait attention il y a 20 ans, ce n'est pas les mêmes que maintenant. Donc ça, c'est déjà en cours. Par contre, en tant que décideur, ce qu'on doit faire, c'est passer du statut de contrôleur à celui de facilitateur. Ce qu'on veut, c'est libérer les énergies et les talents des enseignants, de ceux qui permettent d'avancer, de changer les choses. Globalement, on est là pour permettre d'élever les gens, les faire grandir. Alors, d'ailleurs, au passage, quand on parle d'élever les gens, petit bémol, en effet, les meilleurs leaders, ils permettent d'élever les gens, mais pas n'importe comment. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on va parler de leadership, quand on va parler de management, quand on va parler de faire grandir, d'embarquer et autres, ça ne se fait pas n'importe comment. Et pareil pour se transformer, on ne va pas le faire n'importe comment. Alors, si je dois faire une métaphore dans les plus qui peut-être parler un peu plus à tout le monde sur comment est-ce que ne pas se transformer de la bonne façon. C'est un peu comme pour les régimes. Globalement, les régimes miracles, les régimes en disant on a la solution toute faite, vous avez juste ça à faire, et et très vite on arrive à perdre du poids pour ceux qui arrivent, ceux qui arrivent à suivre le régime. Malheureusement, en général, ça ne dure pas. On a ce fameux effet yo-yo sur le régime. Essayez pareil de ne pas faire cet effet yo-yo sur votre transfo.
Si vous essayez de forcer un changement d'organisation trop vite, trop fort à l'organisation, je vous rappelle, homéostasie, ça va faire l'effet yo-yo, ça va vouloir revenir à son état initial et souvent en mettant énormément d'efforts à contourner vos efforts de transfo. Donc c'est encore pire d'un point de vue efficacité, c'est encore pire d'un point de vue atteinte de l'objectif idéal. L'idée, voilà, ça va être de se poser les bonnes questions, de réfléchir à dire, ce qu'on veut, c'est pas tant de maigrir, c'est pas tant de, ce qu'on dit, de réduire les coûts, mais surtout, c'est comment est-ce qu'on est sur un fonctionnement qui est qui est meilleur, qui est plus fluide. Pareil d'un point de vue, si on reprend le régime, l'objectif, par exemple, si on est sur quelqu'un qui veut pouvoir aller faire des balades en forêt régulièrement, il ne va pas faire le même régime qu'un athlète. Pareil, si on est plutôt sur quelqu'un qui veut juste être en bonne santé, pareil, c'est pas la même chose qui va être faite que quelqu'un qui a besoin pour du coup son travail, souvent des aspects de compétition ou autre, d'un régime spécifique pour permettre d'avoir l'énergie nécessaire. Donc il y a vraiment ce côté adapté à chacun qui est important. Et surtout, n'hésitez pas à prendre l'avis d'un spécialiste, que ce soit un médecin ou autre. Allez pas lire Doctissimo si vous voulez faire une transfo. Réfléchissez bien à la bonne chose à faire par rapport à ça. Autre chose importante, trop souvent, on a le doute et on cherche à savoir, mais en fait, c'est quoi la vraie bonne chose à faire et comment est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper. N'hésitez pas, lancez-vous. Dans tous les cas, à partir du moment que vous avancez et que vous regardez comment est-ce que vous avancez, vous pouvez y aller. Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction, comme dit Jean Rostand. Voilà, si vous êtes juste à vouloir récupérer suffisamment d'informations, vous n'aurez jamais suffisamment d'informations et du coup, vous commencerez jamais et du coup, vous vous ferez dépasser. Ce n'est pas le but, c'est le meilleur moyen de tuer votre transfo. D'ailleurs, si on parle de tuer la transfo, je vous dis, pour ceux qui seront là tout à l'heure, je serai à nouveau présent sur une enquête interactive avec Lydie. Et là, c'est vous en tant que public qui serez aussi acteur, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur un aspect interactif. On va avoir différents suspects qui seront interrogés, un peu en ambiance Sherlock Holmes. Et on va essayer de déminer cette question, c'est qui a tué la transformation de la société Triceracorps? À tout à l'heure. Bon, revenons sur notre aspect transformation et on va parler de l'aspect de se transformer pour le meilleur. Alors pareil, là, je ne vais pas forcément, parce qu'on arrive un peu vers la fin de la durée de la conf, je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir notamment la conférence de Lydie sur le produit durable. Et j'aime bien la façon dont c'est formulé la notion de oser le produit durable. Alors quand on parle pareil de durable, ce n'est pas que sur l'aspect environnemental, c'est aussi sur l'aspect du respect des utilisateurs, c'est l'aspect du numérique responsable. Globalement, c'est comment est-ce qu'on arrête de faire du jetable? Comment est-ce qu'on arrête de faire des choses qui ne vont pas durer et de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur quelque chose qu'on ferait mieux de ne pas faire. Autre conférence sur la même dynamique, c'est finalement la question que va poser Brice qui est de « et si on se réinventait avant de se transformer ?» Globalement, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions et comment surtout on se met sur la bonne posture. Les transformations par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui se passe sur le marché, plutôt que d'être au pied du mur pour pouvoir, avant de changer, c'est intéressant d'y aller et de se poser les bonnes questions par rapport à ça, mais surtout d'y aller avec la bonne prise de recul, avec le bon mindset. Brice, toi qui Pour es... l'instant, pas de questions. C'était donc soit très clair. Ah, si une petite question. Comment faire pour changer une organisation progressivement alors que l'on manque de personnes? Je dirais justement, si on manque de personnes, faire une trop grosse transformation globale, en général, ça ne marchera pas. Alors, quand on va parler d'un point de vue progressif, ça ne veut pas dire que c'est surtout éviter de faire trop de transformations à la fois, de vouloir changer tout en même temps. Et c'est pas parce qu'on est progressif qu'on n'est pas très impactant. L'idée derrière ça, c'est de se dire, à partir du moment où on a vraiment, un peu comme on disait tout à l'heure, ce sentiment d'urgence qui est présent, qu'on a vraiment compris que la situation actuelle n'est pas la bonne. Donc là, vraiment, cette prise de conscience à avoir, qu'on a réussi à s'aligner vers l'objectif. Et quand on parle de s'aligner, c'est pas je décide de là où on doit aller et je l'explique aux personnes. C'est vraiment nous, en tant qu'organisation, et qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 500, c'est comment est-ce que nous, ensemble, on réfléchit à la cible qu'on veut atteindre.
C'est pareil quand on dit pareil de réfléchir tous ensemble, ça ne veut pas dire que, il faut que tout le monde soit d'accord. Il y aura forcément des personnes qui auront des avis différents les uns des autres. C'est juste qu'à un moment, on se dit: «OK, par rapport aux différentes options qui ont été proposées, bah, on va appliquer ce qu'on appelle du test and learn». Bah, on va tester ça. Ça nous paraît pertinent, c'est actionnable maintenant. On va essayer ça et c'est pas ce que voulait faire tout le monde, c'est pas l'idée de tout le monde, mais par contre, ce que je vous demande, on y a tous réfléchi ensemble, bah, ça vous dirait pas, on essaye ensemble? Et si c'est pas la bonne chose, bah, c'est pas grave, test and learn. On changera le braquet, on testera une des autres options qui étaient proposées, où on apprendra des nouvelles choses et on trouvera de nouvelles options. Par contre, au moins essayons. Que les personnes qui pensent que ça ne pourra pas marcher, qui prouvent que ça ne marchera pas, mais en ayant vraiment essayé de faire que ça marche, et non pas en mettant du bâton dans les roues dans l'organisation. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur la notion de culture. Euh, euh, je vous rappelle la conf de Kim tout à l'heure, parce qu'on va parler de culture, mais vraiment, c'est vraiment de se dire, là, il faut essayer, il faut vraiment se mobiliser ensemble, se dire: «On essaye». Même si je suis pas convaincu que c'est la bonne chose à faire, heu, on essaye et si ça marche pas, bah, tant pis. Mais au moins, on aura testé, on aura eu des apprentissages par rapport à ça et ça va nous permettre d'ajuster. Soit de dire: «Bah, tiens, finalement ça j'y croyais pas, mais ça a marché, bah, du coup on continue». Soit, bah, j'y croyais pas, ça a pas marché, mais du coup maintenant ça nous a donné de nouvelles idées, bah, c'est peut-être plutôt ça qu'on va faire. Mais voilà, l'important, c'est vu qu'on n'a aucune garantie qu'une transformation, enfin que n'importe quelle action de changement qu'on va faire, ça sera le bon. En vrai, on a des convictions, on a des ressentis, on fait de la supposition que c'est la bonne chose à faire. Par contre, on a juste observé des symptômes. On a observé des symptômes de choses qui n'allaient pas. On a supposé, on a fait l'hypothèse qu'en faisant telle chose, ça ira mieux, mais on n'a pas de garantie. Donc c'est testons l'hypothèse et soyons prêts surtout à ne pas forcément la continuer si on se rend compte une fois qu'elle a été faite, bah, OK, bah, c'était pas la bonne chose à faire. Pas grave, on savait que ça allait peut-être marcher, on savait que ça allait peut-être pas marcher et au fur et à mesure, bah, on va s'améliorer là-dessus. Voilà, c'est vraiment pas une, question de nombre de personnes, voire même quand on n'est pas beaucoup, c'est beaucoup plus simple de s'aligner ensemble. Il y a beaucoup moins de politique, il y a beaucoup moins de choses comme ça, qui vont, freiner cet aspect-là. Et il n'y a pas d'autres questions, donc bonne pause à tout le monde et à tout à l'heure.